Un doigt dans le cœur pour sauver Fatou. Hôpital du Point G, Bamako, Mali, 1988. Construit au début du XXe siècle par des militaires français, l'hôpital du Point G se dresse sur une colline dominant Bamako. Dans les années 1980, c'était le centre actif de la coopération franco-malienne. Cette fois encore, j'étais là-bas en mission médicale. En me voyant arriver, Koumaré lançant en riant: Ah, voilà le patron. C'était un ami de longue date, formé chez nous, à l'hôpital Broussais. Viens, me dit-il, on va faire la visite. Toujours impatient, nerveux et actif, il marcha très vite pour gagner le pavillon de chirurgie. Dans la grande salle commune, je fus saisi, malgré l'habitude, par l'odeur âcre et pénétrante. Mélange d'antiseptiques, d'urine et de cuisine pimentée. Des gamelles, des assiettes, des couverts et des paquets hétéroclites jonchaient le sol. Les malades sont nourris par les familles, m'expliqua Koumaré. Il s'arrêta à la hauteur du premier lit qu'occupait un jeune homme d'une vingtaine d'années. Hernie inguinale opérée, sa femme a élu domicile sous son lit. Nous continuâmes ensuite notre tournée des patients. En fin de visite, il me présenta un homme de 40 ans. Il rabattit brusquement le drap, révélant toute de l'intimité du patient. Les deux bourses étaient tuméfiées, grosses comme des ananas, et pendaient à mi-cuisse. Voilà nos malades à nous. Double hydrocèle d'origine parasitaire, principale cause d'impotence en Afrique, me dit-il, plein d'humour. Et le traitement, demandai-je. Sa réponse fut très chirurgicale. Un garrot et on coupe. Il a déjà 8 enfants et 2 femmes. Dans l'après-midi, une foule immense attendait pour la consultation. J'avais devant moi en ligne tous les maux de l'Afrique: cancer du sein ulcéré, énorme goitre, fistule vésico-vaginale. En fin d'après-midi, le cardiologue de l'hôpital vint nous rejoindre pour me solliciter. Il voulait me soumettre un cas d'enfant qu'il préoccupait. Il nous entraîna dans son service, à l'autre bout de l'hôpital, où Fatou était assise au bord de son lit. C'était une fillette d'une quinzaine d'années au visage fin et délicat. Son état laissait supposer le pire. Elle transpirait abondamment, suffoquait et recherchait désespérément son souffle. Ses narines pincées étaient en perpétuel mouvement. En me montrant la radio, le cardiologue me dit: rétrécissement mitral très serré. Les diurétiques n'agissent plus. Elle est en œdème permanent. Nous échangeâmes alors sur la fréquence de ces rétrécissements valvulaires et sur les traitements envisageables. Et on l'a vu, ces atteintes cardiaques sont les conséquences d'angines mal soignées. Au beau milieu de cette discussion, une petite troupe d'étudiants nous rejoignit. Cela éveilla instantanément la fibre pédagogique sommeillante en moi. Je tâchais donc d'improviser une démonstration de sémiologie clinique. Mon but était de leur montrer qu'avec seulement un stéthoscope et une radio, on pouvait établir un diagnostic sûr. Je posai ma main sur le thorax de Fatou, frémissement palpable comme un chat qui ronronne. Je pris ensuite le stéthoscope et mis les embouts dans mes oreilles, rythme à 3 temps, comme le galop d'un cheval. Koumaré lança: une véritable ménagerie. À nous de libérer le chat et le cheval, et si possible de mettre un tigre dans le moteur, lui répondis-je en souriant. Rire. En Afrique, il faut rire. Rire beaucoup, de tout, de rien, parce que la stratégie n'est jamais loin. Redevenant sérieux, Koumaré me dit: Alain, cette gosse est foutue. Son rétrécissement est extrême. Sa seule chance, c'est de réaliser une dilatation au doigt. On peut le faire ensemble, comme à Broussais. Koumaré savait comme moi que cette opération était courante dans les années 70. En effet, la vieille technique du doigt, premier geste de chirurgie cardiaque naissante, avant les opérations à cœur ouvert, était une opération simple qui consistait à introduire l'index dans l'oreillette gauche afin d'ouvrir l'orifice rétréci. En fin d'après-midi, nous organisâmes une courte réunion technique, Koumaré, l'anesthésiste et moi.
On passa en revue les manques et il ne manquait pas ni défibrillateur ni scope. Koumaré, toujours plein d'humour, me dit « Dis-moi, quand Bailey, le chirurgien new-yorkais, fit la première dilatation au doigt, il n'avait pas non plus tous ces équipements. » Il avait raison, c'était en 1948. On y va demain matin, lançai-je. Le jour suivant, une douzaine de personnes étaient présentes dans ce petit bloc rendu torride par l'absence de ventilation. Fatou fut endormi. Je pris place sur le côté gauche de la table d'opération, juste au-dessus du cœur de la jeune fille. Koumaré me faisait face. Je perçus dans son regard une fébrilité inaccoutumée. Était-ce la peur de l'échec ? Prêt ? Quand tu veux, Alain, répondit l'anesthésiste d'une voix grave et mal assurée. Je saisis le bistouri, silence absolu, seul bruit perceptible, le sifflement du ballon en caoutchouc qui assurait la ventilation pulmonaire de la jeune fille. Tous les regards étaient rivés sur le champ opératoire. J'avais l'impression de réaliser une grande première. La lame du bistouri dessina une courbe rouge sous le sein gauche de Fatou. À l'aide des pinces et des ciseaux, je disséquai les tissus, puis incisai les muscles qui retenaient les côtes entre elles. Écarteur. Je pénétrai dans le thorax et installai l'écarteur pour avoir une vision claire. J'écartai le poumon gauche de la main et découvris le péricarde, l'enveloppe blanchâtre du cœur. Avant de l'ouvrir, tous les observateurs étaient médusés, fascinés de voir une opération aussi improbable se dérouler sous leurs yeux. Avec une pince à bourron, je détaillai à haute voix l'anatomie. Imperceptiblement, tout le monde se rapprochait pour essayer d'apercevoir l'organe sacré. La tension était extrême. Il fallait détendre un peu l'atmosphère. Il faut que je vous explique la découverte de ma carrière. Quelle que soit la couleur de la peau, le cœur a toujours le même aspect. Koumaré sourit sous son masque, m'adressa un clin d'œil complice et murmura « C'est le prix Nobel assuré !» D'un geste sûr, j'ouvris l'auricule gauche du cœur. Tout mouvement incontrôlé entraînerait une hémorragie fatale en seulement quelques secondes. J'introduisis dans l'orifice mon index droit jusqu'à l'obturation hermétique de l'incision. Lentement et à l'aveugle, je poussai mon doigt dans l'oreillette à environ 3 ou 4 centimètres. J'étais maintenant au contact de la valve au voile collé et incapable de s'ouvrir. Je me tournai vers Koumaré et lui dis « C'est très serré, je n'arrive même pas à mettre le doigt dans la valve. On y va ?» Mon doigt s'enfonça et j'eus la sensation étrange, même un peu angoissante, de déchirer la valve. L'orifice s'élargit comme un tissu dont on ferait craquer les coutures. Ma pression progressive ouvrit totalement cette valve qui pouvait désormais laisser passer tout le flux sanguin. Tu vois, Koumaré, même ici, la vie dépend des gestes d'une grande simplicité. Koumaré était visiblement ému. Sa main tremblait légèrement. Je l'encourageai à mettre son doigt. Je guidai sa main droite. Son index s'enfonça de 5 centimètres. Koumaré confirma la parfaite dilatation. Les battements deviennent faibles et réguliers, lança l'anesthésiste. J'étais en train de suturer l'incision à la base du cœur quand celui-ci s'arrêta quelques secondes avant de repartir faiblement. Les muscles hésitaient à retrouver son rythme normal. S'il cessait de battre plus longtemps, je n'avais aucune parade. Je craignis un instant un arrêt cardiaque définitif. J'aurais donné n'importe quoi pour un défibrillateur. Du calcium en intraveineuse et transfusion. Vite! Penché sur le thorax de la jeune fille, je guettais les mouvements du cœur. Mes tempes battaient et je pouvais sentir sous mes gants la transpiration de mes doigts. Des secondes interminables s'écoulèrent avant que la drogue n'atteigne le cœur. Le rythme cardiaque se stabilisa. C'était gagné. Restait à refermer le thorax et à surveiller de près la réanimation.
Je retirai ma casaque, mes gants et ma bavette. Pari tenu, une intervention très simple, très peu coûteuse et très efficace. Dès le lendemain, on vit que Fatou était transformée. Elle était calme, sereine et surtout, elle respirait normalement. Une auscultation confirma la qualité du résultat. La fillette était sauvée. Un doigt enfoncé dans une valve du cœur avait ouvert les portes de la vie. Un bonheur aplani sans malheur, dit-on en Afrique.